Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce portrait. Le portrait que j'ai le privilège et le bonheur de faire aujourd'hui, c'est celui de Cédric Serméan. Alors Cédric, il est médium d'affaires et expert en énergétique appliquée. On pourrait vraiment dire que c'est une sorte de pionnier de la nouvelle génération professionnelle. Sa mission, c'est de renverser le culte du travail souffrant le labeur pour proposer une nouvelle normalité professionnelle qui offre un équilibre familial, professionnel et personnel qui soit sain, et ce sans aucun sacrifice. Cédric, il a à son actif plus de 1000 séances individuelles. Il a également soigneusement perfectionné ces 3 dernières années une approche novatrice qu'il a labellisée sous le nom d'IntuiTech, qui a pour but de libérer la puissance naturelle des dirigeants d'entreprise et de dissoudre les freins inconscients qui plafonnent leurs résultats. J'ai eu l'honneur de l'accompagner durant une année. J'ai été très heureux de voir son évolution qui l'a mené aujourd'hui à vraiment pleinement assumer ce titre de médium d'affaires, et je trouve que ça lui va comme un gant. Je suis donc vraiment ravi aujourd'hui de vous le présenter et puis de passer ce moment en sa compagnie. Salut Cédric, comment vas-tu? Salut Jean-Luc, à merveille, à merveille. Et toi, comment ça va? Bah écoute, je vais très bien, je te remercie. Est-ce que suite à cette présentation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou nuancer ou préciser pour les personnes qui te découvriraient? Non, non, c'est vraiment ça. Vraiment, l'idée, c'est d'offrir une nouvelle alternative à tous ces professionnels, qui soient dirigeants d'entreprise ou pas forcément, de manière à ce que on puisse rejoindre un endroit où on sent bien à l'intérieur de soi qu'il y a un écart entre son potentiel et ses résultats, que tous les efforts qu'on fournit ne produisent pas l'ampleur du succès qu'on sait qu'on mériterait avoir, qu'on devrait déjà avoir si tout allait bien. On sent bien qu'il y a un truc qui cloche, mais on ne sait pas quoi. Eh bien c'est là qu'on va justement aller plus en profondeur que simplement la couche de coaching, et on est en mesure d'offrir les réponses, de comprendre en fait pourquoi il y a ce blocage invisible qui nous freine, qui nous empêche, qui nous plafonne, et en l'espace de quelques séances, quelques semaines, quelques mois, de rejoindre là où on est censé être déjà. Voilà. Ah yes, cool, cool. Euh, on va regarder dans plein de directions. Je vais avoir envie, si tu veux, de présenter l'entrepreneur, de présenter l'homme. Je sais que tu es un père de famille également. Donc, j'ai envie, si tu veux, qu'on passe un peu à 360 degrés dans ce portrait. L'idée pour moi, c'est qu'on puisse allumer un projecteur sur toi et que des personnes qui te connaissent peu ou pas puissent te découvrir. Mais avant tout, une fois n'est pas coutume, je voudrais te proposer une citation pour eh bien, accueillir tes réactions par rapport à cette citation. Alors, je vais te proposer Victor Hugo ou Albert Einstein. 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 Alors, euh, une citation qui lui est attribuée est la suivante. L'intuition n'est rien d'autre que le résultat d'expériences intellectuelles antérieures cumulées. Je vais la relire parce que c'est du Einstein. L'intuition n'est rien d'autre que le résultat d'expériences intellectuelles antérieures cumulées. Qu'est-ce que toi, si tu devais dialoguer avec Albert Einstein, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Facile comme exercice pour se préchauffer. C'est intéressant parce que j'avais fait tout un travail de recherche de citations de personnes très connues, notamment sur l'intuition. Et Einstein lui-même avait dit: je cherche mentalement 99 fois, je ne trouve rien. Et la fin de la citation, c'est, je sais plus s'il disait, je laisse mon cœur parler, ou je fais le vide et j'accueille la réponse et je trouve la vérité, ou un truc du genre, tu vois. Hmm. Donc lui-même avait capté qu'il y avait un phénomène dans l'intuition. Donc cette citation, peut-être qu'elle est antérieure justement à certaines prises de conscience. En tout cas, sur cette citation à proprement parler, on retrouve la logique de Descartes: je pense donc je suis. Et toutes les foutaises qui vont avec. Hein. Descartes s'est gouré, hein, les amis, si vous n'étiez pas au courant. À l'époque, il avait raison. Mais comme tout ce qu'est la science, c'est pendant longtemps, on a cru que. Et puis en fait, on a récemment découvert que, en réalité, donc ça c'est l'évolution normale. Et non, 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 en fait, l'intuition n'a rien à voir avec un souvenir conscient ou inconscient d'un agglomérat de faits du passé.
L'intuition, c'est une sorte d'antenne qui nous permet de choper une information intuitive sans passer justement par le raisonnement logique. Ça, c'est la définition du dictionnaire. L'intuition, c'est la capacité à obtenir la vérité sans passer par le raisonnement logique. Et on s'est tous dit déjà 1000 fois, bon sang, je suis trop bête, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Une cliente qui me dit ce matin, j'avais envie d'un croissant en sortant du train et en allant à mon rendez-vous, je vois une cabane qui vend des croissants juste là, j'avais très envie de l'acheter là, et puis je dis, ah non, allez, je vais aller me prendre aussi un café et un croissant en même temps. Donc elle va à la place du café, et ils avaient plus de croissant. Et là, elle dit, ah, c'est pour ça que ça me disait de prendre le... Voilà, c'est le genre de choses qui nous arrivent tout le temps. Et ça n'a rien à voir avec un agglomérat quelconque d'informations du passé. Donc sur cette citation-là, je suis pas du tout d'accord, mon cher Albert. Ok, bon, on lui fera passer le message. Voilà. Si jamais il veut adresser un message par d'autres voies, ça peut être cool, ça peut être marrant. Ouais, Albert, m'entends-tu? Voilà. Donc là, c'est le médium qui parle au défunt qui va être sollicité, là, visiblement. C'est ça. C'est ça. Alors j'ai une série de questions. On verra si on passe à travers toutes, s'il y en a d'autres qui apparaissent. L'idée c'est vraiment d'avoir cette espèce de conversation un petit peu un peu cool, quoi, un peu à la cool. Mais la première question que j'aimerais vraiment te poser, c'est est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans une entreprise? À quel moment? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ben, je serai plus jamais salarié? Voilà, si tu pouvais juste nous partager un petit peu, ouais, cette histoire-là. Ouais. À l'époque, on doit être au début des années 2000, en 2001 ou 2002. Je suis technicien dans un service de recherche et développement. En fait, j'installe des prototypes de machines dans l'industrie de la microélectronique, donc les usines qui fabriquent des puces. Je dois installer un prototype, former un client et je m'occupe aussi de la maintenance des prototypes. J'habite à Annecy, je fais un déplacement en urgence à Aix-en-Provence, donc je me mange la route, j'interviens sur la machine qui est en panne, je répare le truc et je sors de là. C'est l'été, il fait très chaud, il est 21h et quelques, je suis fracassé de fatigue de ma journée et je suis en train de me porter mes grosses caisses à outils qui pèsent 2 tonnes sur le parking de la base arrière du site pour rejoindre ma voiture et aller dormir dans un hôtel et avant d'entrer chez moi. Et là, j'ai un flash. En plein milieu du parking, je me vois, moi, en costume cravate. Et là, je m'arrête, je pose mes 2 grosses valises, je dis « Attends, c'est quoi le rapport entre ce que je viens de voir et qui je suis là ?» Mais en même temps, ça sonnait juste. Je reprends mes caisses à outils, je retourne faire ma vie et il se passe de nombreuses années jusqu'à ce que en 2005, 6, 2006 peut-être, j'ai ce feu qui grandit à l'intérieur de moi qui me dit je veux me mettre à mon compte, ça me démange, mais je vais monter ma boîte. Mais pour faire quoi? Ça a été presque 2 ans à trouver le pour faire quoi. Mais il y avait ce truc-là qui grandissait au fur et à mesure. Moi, j'étais à ce moment-là commercial sur la route, donc j'en avais du temps à réfléchir avec moi-même, et je mettais jamais la radio. Donc j'étais dans mes pensées à laisser dérouler le fil du truc. Et je pense que j'ai mis presque 2 ans et demi à trouver l'idée de la première boîte, qui était une grosse idée de merde en passant. J'ai appris qu'après, qu'une idée devient une bonne idée, mais que quand c'est pas une évidence, que c'est quelque chose que tu t'es auto-persuadé que c'était une bonne idée parce que c'est tout ce que tu avais, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire pour prendre des décisions, mais là, on va plus toucher ton cœur de métier à toi et ta spécialité à toi sur la notion de choix. Voilà l'histoire. Yes. Moi, ce que je trouve étonnant, tu vois, c'est que tu pars d'un statut qui est plutôt un statut de technicien, de salarié, qui représente quand même une sorte de place dans la hiérarchie socio-culturelle, socio-économique. Et puis qu'en fait, tu as cette image de toi en costume cravate qui est un autre endroit de la hiérarchie socio-économique. Et que c'est comme si tu faisais route et que tu continuais ta route dans cette direction-là. Et ça doit être pour ça que tu es si bien habillé aujourd'hui, tu vois. Ouais, Je lui disais yes. en off que je le trouvais super élégant. J'avais presque envie d'aller me changer pour essayer de me mettre à niveau. Puis je me suis dit, fuck off, c'est pas grave. Il sera plus beau que moi. Ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut accepter parfois tu vois, Ouais, il y a eu un chemin, mais tu vois, c'était il y a plus de 20 ans.
Ouais, c'est ça. C'est à peu près 20 ans que tu as commencé à être entrepreneur, tu as lancé ta première boîte. Et bien justement, donc, sur tout ce chemin qui te mène aujourd'hui, là, en 20 ans de temps, il s'en est passé certainement des choses, mais est-ce que tu pourrais nous partager peut-être le plus grand défi que tu as rencontré en tant qu'entrepreneur? Peut-être c'était il y a 20 ans, peut-être c'était la semaine dernière, mais selon toi, le plus grand défi et comment tu l'as surmonté pour être avec nous aujourd'hui? Hmm. Je crois que le plus grand défi, c'est de connaître, de reconnaître et d'assumer sa propre valeur. Et il y a vraiment ces trois mots-là. Connaître, reconnaître et assumer sa propre valeur. C'est vraiment trois étapes à franchir. La connaître, c'est déjà savoir quelle est notre valeur à nous. Et ça, c'est super difficile à faire tout seul. Parce que en général, quand on est bon dans un truc, c'est évident que c'est comme ça que ça se passe et on est très bon et c'est évident pour nous. Du coup, on est persuadé que tout le monde est aussi bon que nous à cet endroit-là, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, en fait, si on n'a pas un feedback de l'extérieur qui nous dit mais tu te rends compte quand même que tu es assez exceptionnel ici, tu dis mais non, tout le monde sait faire ça. Non, non, tout le monde sait pas faire. Ah bon? Donc là, il y a étape 1, connaître sa valeur. La reconnaître ensuite, c'est accepter. C'est dire, d'accord, je suis bon là-dedans, ok, je suis bon là-dedans. Donc là, il y a l'estime de soi qui grimpe, tout doucement. Donc tout ça prend du temps, hein. Et puis après, il y a assumer. C'est-à-dire publiquement savoir dire ou savoir se faire dire qu'on est un expert dans quelque chose, qu'on est excellent dans quelque chose. Au point même, et pour moi, assumer, ça va jusqu'au point où on est capable de se faire critiquer pour ça et que ça nous fait plus rien. C'est, ouais, mais du coup, toi, t'es un médium d'affaires, encore un charlatan. Ouais, si tu veux. Voilà, donc, et ça, pour moi, je parle de médium d'affaires qu'aujourd'hui, ça me fait plus rien, mais ça veut pas dire que je suis arrivé. Ça veut pas dire que je suis arrivé dans le chemin de reconnaître toute ma valeur. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Luc Devacter et qui m'a dit un jour, quand est-ce que tu vas assumer que tu n'es plus un apprenti, mais que tu es un maître? Pouh, la vache, elle m'a fait un moment, celle-là. Quand est-ce que tu vas assumer que tu es un colosse et qu'il y a de la notion d'ampleur, d'envergure, de grandeur? Putain, d'accord, fou, je me rappelle de ces conversations dans le salon devant la cheminée, mon cher Jean-Luc. Et ça demande du temps. Et je pense qu'il y a encore aujourd'hui des choses dont j'ai pas conscience. Et sincèrement, pourquoi c'est un grand défi? Bah parce que, comme j'ai dit, numéro un, il faut quelqu'un pour nous donner ce feedback et nous pointer du doigt ce qu'on n'arrive pas à regarder, qui est dans nos angles morts. Et puis après, il faut faire le chemin de le reconnaître et de l'assumer. Mais c'est définitivement le plus grand défi et la chose la plus merveilleuse qu'on a à vivre en tant qu'humain. Parce qu'au final, quand on arrive à vraiment prendre son ampleur, sa vraie ampleur, son véritable potentiel, c'est absolument incroyable comme expérience. Je me permets de faire une petite parenthèse, parce que tu parles, et on a parlé depuis le début de cet entretien, ça fait à peu près un quart d'heure maintenant, de médium d'affaires. Mais tu vois, je peux imaginer à peu près de comprendre de quoi ça s'agit, comme on le dit en bon français. Je suppose que nos auditeurs, ils se sont fait une espèce d'idée, tu vois, sur le terme en disant, ah, ok, qu'est-ce qu'il fait? Mais peut-être ce serait cool que tu nous expliques c'est quoi ce truc, c'est quoi médium d'affaires, tu vois, c'est what the fuck. Euh, il y a peut-être 30 ans, je pense, quand sont arrivés en France les premiers coachs, il a fallu définir ce que c'était un coach. C'est quelqu'un qui va te poser des questions et te permettre d'accéder à certaines compréhensions, te permettre de dépasser certains plafonds, etc. Et avant ça, on connaissait juste la psychothérapie. Voilà. Donc le coaching a amené un vrai cran de levier, une grosse mise à jour dans l'approche de la psychologie humaine et a fait un bien fou avec la PNL, l'hypnose et tout ça. Enfin, vraiment incroyable. Je dirais une bonne trentaine d'années. Médium d'affaires, médium de vie, c'est l'étape d'après. C'est le point de bascule d'après. C'est la révolution d'après. Moi, je suis persuadé que dans 20 ans, tout le monde dira plus j'ai engagé un coach, on dira j'ai engagé un médium. Médium de vie ou médium d'affaires, c'est quelqu'un qui, au lieu de vous poser des questions pendant des heures et des heures, des semaines ou des mois pour vous aider vous-même à comprendre quelle est l'origine du problème, et donc à arriver à le résoudre, parce que la compréhension crée les possibilités. Une fois que je sais pourquoi je suis bloqué, c'est quand même, on est tous assez intelligents pour se mettre en route pour débloquer nos trucs. Au lieu d'y passer des semaines, des mois, des années, on va y passer des minutes. Un médium
peut accéder à l'information par ses capacités médiumniques qui sont tout simplement l'intuition et l'empathie. Hein. Il n'y a rien de bien mystérieux à cet endroit-là. Par cette capacité d'intuition et d'empathie, c'est de sentir quelle est l'information qui explique pourquoi on se sent bloqué, plafonné, limité, voilà. Et médium d'affaires, c'est simplement celui qui est dédié aux entreprises, quand un médium de vie, c'est celui qui est dédié au grand public et aux affaires courantes de l'humain, j'ai envie de dire, voilà. Donc toi, tu travailles essentiellement avec des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des personnes en fait qui sont en affaires en fait. Ou en tout cas, elles viennent te voir pour des questions de cet ordre-là. Est-ce que tu fais un travail aussi parfois avec des salariés ou est-ce que c'est des choses qui sont... Parce que affaires, c'est vrai que c'est sûr que moi je suis un salarié, j'estimerais pas aller voir un médium d'affaires, mais peut-être qu'en fait, en tant que salarié, je pourrais considérer que mon chemin de carrière est quand même un chemin aussi, enfin si on n'est pas fonctionnaire, c'est quand même un chemin qui peut s'apparenter à un entrepreneur sous certains aspects. Ouais, absolument. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience, il y a pas si longtemps d'ailleurs, quelques semaines je pense, que ce que je propose peut très bien s'adresser à des athlètes de haut niveau, des personnalités publiques, des salariés, des cadres ou pas nécessairement des cadres, mais toute personne qui se dit je sens bien que tous mes efforts ne sont pas récompensés par des résultats à la hauteur de ce que j'y mets et certainement pas à la hauteur de mon potentiel et de mon ampleur naturelle. Et donc, ce labeur-là peut être très bien remplacé par de l'expansion naturelle plutôt que de l'effort, de la souffrance et du sacrifice. Donc à cet endroit-là, à ce titre-là, c'est complètement n'importe quel professionnel qui a l'ambition d'aller chercher l'expression de de ses talents et les résultats qui s'alignent avec ça pour incarner la personne que la personne sait qu'elle est, mais il y a un truc qui coince anormalement. On peut travailler avec tous ces profils-là. Oui, c'est cool. Cool. Et justement, en parlant de travailler avec tous ces profils-là, donc tu as une entreprise qui justement a cette mission-là, cette vision-là. Quels sont, je ne sais pas si d'ailleurs ça existe chez toi d'ailleurs, mais tu sais, quand on parle d'entreprise, souvent on parle de valeurs, on parle tu vois, de trucs un peu, des trucs un peu institutionnels. Moi j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des principes, est-ce qu'il y a des valeurs qui guident ton chemin depuis longtemps et que tu estimes que ça va encore être présent pendant longtemps, ou bien est-ce que c'est pas du tout forcément présent pour toi? Les valeurs de l'entreprise sont aussi ce qu'on distille à l'intérieur de notre accompagnement et c'est aussi ce qu'on transmet. Donc c'est ce qu'on vit nous en interne et ce qu'on cherche à transmettre à nos clients. Les trois valeurs sont le leadership, l'harmonie et la famille. Le leadership, ça veut dire montrer l'exemple. Ça veut dire incarner de façon alignée ce que l'on prône. L'harmonie, pour moi, ça parle de complétude. Il n'y a rien qui me manque, tout est complet, je sais faire l'expérience aussi bien d'une vie professionnelle épanouie que d'une vie financière satisfaisante, que d'une vie de famille équilibrée, qu'une belle relation dans mon couple, de la complicité avec mes enfants. Tout est possible en fait, j'ai accès absolument à tout et c'est pas parce que je réussis en affaires que je dois avoir nécessairement payé le prix d'un burn-out, d'une santé mentale délabrée ou d'une famille sacrifiée. Ce qui nous ramène à la troisième valeur qui est la famille, qui est non seulement fondamentale pour moi en termes d'équilibre personnel, mais c'est aussi quelque chose auquel je tiens, parce que finalement, la véritable mission qui est la mienne, derrière le fait d'aider un professionnel à s'accomplir dans tous les secteurs de sa vie, c'est l'exemple qu'il va montrer à ses enfants. Et donc là, on retrouve l'harmonie, le leadership et la famille. C'est pas mon leadership à moi qui est en jeu. C'est celui de mes clients et de faire de ces individus-là un encore meilleur modèle pour ses enfants. Parce que je peux pas expliquer à mes enfants qu'il faut pas fumer si j'ai une clope au bec. Donc je peux pas expliquer à mes enfants que la vie est un truc absolument génial, harmonieux et complet, si moi-même dans ma vie je suis en train de me battre contre les circonstances et que j'arrive pas à accomplir ce que je veux accomplir. Donc tout ça est une histoire d'alignement et de complétude. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces trois valeurs-là qui sont omniprésentes tout le temps dans ma vie personnelle et dans ce que j'aide mes clients à faire aussi, parce qu'on parle justement tout le temps des trois piliers, le pro, le perso et la famille. On les aide à avoir de l'harmonie entre ces trois piliers-là et pas ce pseudo-équilibre pro-perso dont on ne sait jamais trop comment ça marche et on ne sait jamais trop comment l'avoir non plus. Ouais, justement, toi qui parles d'harmonie entre tous ces secteurs-là, comment tu fais toi
pour faire face à tous les défis que rencontre un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Est-ce que tu as des trucs, des astuces, je sais pas, que tu pourrais nous partager sur comment toi tu fais dans tout ça dans ta vie? Je pense que beaucoup de monde a entendu parler de la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. La pleine conscience, le mécanisme qui est en arrière, c'est l'observation. J'observe à chaque instant que je suis là tout de suite. C'est la seule chose qui existe, c'est le moment présent. Et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a 3 choses. Mon état d'esprit, mon état émotionnel et mon état physique. C'est ce que moi j'appelle les 3 états internes. Et ces 3 trucs ont tendance à être alignés. Si mon état d'esprit commence à déraper, non pas de façon consciente, mais de façon inconsciente, je vais commencer à sentir des symptômes sur le plan émotionnel, voire même sur le plan physique. Il y a quelques semaines en arrière, je me suis surpris à être sur mon canapé, en train de me tirer sur mes cheveux comme ça et de m'arracher des cheveux. Et donc, à côté du canapé, par terre, il y avait des touffes de cheveux entières. Je me suis dit, c'est pas normal de faire ça, Cédric. Visiblement, tu es dans une phase de stress où il y a quelque chose qui déconne, tu vois. Mon corps était en train de me montrer ce que j'avais pas vu dans mes émotions et ce que j'avais pas repéré dans mes pensées. Des fois, c'est les émotions où je me sens pas bien, je pleure pour rien, je comprends pas, j'ai le bourdon, je vois la vie en gris et machin. Donc des fois, c'est les émotions. Puis je vois la vie en gris, c'est l'état d'esprit. C'est je ressasse des idées noires, je vois que les problèmes, je vois que les défis, etc. Lorsqu'on est capable d'observer ça, on reprend le pouvoir en se disant est-ce que ça me plaît ce que je suis en train de vivre ou est-ce que ça me plaît pas? Est-ce que ce qui me plaît pas est circonstanciel ou est-ce que ça commence à durer de façon... et quand je dis circonstanciel, c'est ponctuel. Ou est-ce que ça commence à durer depuis quelques jours, quelques semaines? Je pense que c'est Steve Jobs qui disait « Si ça fait 4 jours de suite que t'aimes pas ce que tu fais, change ce que tu fais. » Lui, il était assez tranché sur la question. On n'est pas obligé de se tenir à cette règle des 4 jours, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on se sent pas bien pendant une période de temps assez longue, c'est qu'il y a visiblement quelque chose à changer. Et ce que je fais en permanence, c'est m'observer. Et j'avais cette conversation avec ma femme encore ce matin, je dis « Putain, j'ai pas envie, là. » Là, j'ai pas envie. Et elle me dit « Ouais, tu sais... Et au lieu de se dire « Ouais, je vais faire l'effort... Ben non. Non, en fait. Parce que justement, moi, ce que je veux faire, c'est renverser ce culte de l'effort et du sacrifice nécessaire et obligatoire. Et plutôt de s'écouter. Peut-être que tu connais François Lemay, ça te parle, Jean-Luc? Oui, je connais, oui, tout à fait. Voilà, François Lemay dans son travail, mais c'est une figure assez connue, quoi. Ouais, c'est ça. François Lemay, c'est un gars qui parle énormément de pleine conscience, de spiritualité, etc. Et dans son chemin d'entrepreneur, sur l'année 2024, il avait dit, voilà, pendant les 6 premiers mois, je bombarde, je fais mon lancement, mon mastermind, ma tournée de conférences et tout, jusqu'au mois de juin, et après le mois de juillet et tout le reste de l'année, je bulle. Je me la joue comme ça. On est au mois d'avril, il est déjà en train de se rendre compte que c'était une mauvaise idée. Parce que là, c'est le bordel, il entasse du travail, il entasse de la charge, il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Pourquoi? En fait, c'est parce il le dit, hein, dans son dernier podcast, il le dit, j'ai mis du contrôle de partout, j'ai mis de la volonté, de l'effort. Ça marche pas. Ça marche pas. Il est pas dans son flow. Et les résultats sont pas là, les salles de conférence se remplissent pas, etc. Et donc, ce matin, je me dis, non, je peux pas me forcer, c'est pas possible. Est-ce que je choisis de le faire ou est-ce que je choisis pas de le faire? L'action en question que j'ai pas envie, mais pour moi, ça doit nécessairement partir d'un espace où ça ne peut pas être souffrant. Voilà. Donc il y a vraiment ça, c'est je me refuse de m'infliger, parce que c'est de la maltraitance en fait. Quand on s'inflige de la discipline, ça peut être de la maltraitance. Je parle pas de l'assiduité, de dire allez, je garde mon cap, je fais les tâches, etc. Je parle pas de ça. L'assiduité, c'est suivre une ligne directrice et s'y tenir. Mais quand ça devient de la souffrance et de la maltraitance, je crois qu'à un moment donné, il faut se dire non, je devrais pas faire ça. Et là, clairement, avec le recul, je me dis, j'ai passé les 3 derniers mois à m'infliger des choses en termes d'état d'esprit qui n'étaient pas dans mon flow à moi, personnel. Il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens qui sont câblés comme ça, mais voilà. Donc le secret, si tu veux, pour moi, pour que tout fonctionne bien, c'est à chaque fois d'observer est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que c'est agréable ou désagréable, et qu'est-ce que je fais à partir de ça en conscience. Ouais, c'est vraiment cette notion de je micro-ajuste, quoi. C'est cool que tu répondes ça parce que tu vois, parfois quand on est face à des personnes qui apportent des solutions pour équilibrer sa vie, parfois on a l'impression que les personnes elles ont une vie parfaite, qu'elles maîtrisent complètement leur sujet. Et ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est
Non, en fait, c'est de l'écoute, de toujours un peu plus fine et des micro-ajustements qui font que du coup, les choses sont de plus en plus équilibrées, de plus en plus harmonieuses. Et j'aime bien cette idée-là parce que du coup, ça veut dire que chacun peut commencer là où il se trouve à faire un pas vers ça, à essayer de mettre de la clarté et améliorer, comme tu le disais, cet équilibre, cette balance vie professionnelle, vie familiale, etc. Ouais, c'est cool. C'est cool. Merci beaucoup pour ça. Je trouve que c'est vraiment super inspirant. Euh, Petite question, tu vois, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont nous écouter. Euh, Si tu avais, je sais pas, allez, on va faire trois parce que c'est rigolo, trois. Si tu avais trois conseils à donner à des entrepreneurs, à des gens qui sont en affaires, euh, là aujourd'hui, avec ton expérience, là où tu en es arrivé aujourd'hui, avec voilà, l'expérience que tu as avec tes clients et tout, avec l'expérience du marché, avec l'évolution de la société, du contexte socio-économique, un petit peu tout ça, là, tu vois, tu donnerais quoi en termes de conseils à des entrepreneurs? On va dire des entrepreneurs, tu vois, qui sont entre... euh, ouais, non, même pas, mais des entrepreneurs en général. Hmm. Ok. La première chose qui me vient, c'est pas normal de forcer. Quand la porte d'entrée de chez toi, elle force pour s'ouvrir, elle force pour se fermer, et plus ça va, plus ça force, tu vas pas continuer de faire des efforts de plus en plus grands pour ouvrir et fermer ta porte. Ça n'aurait aucun sens. Tu vas mettre de l'huile, chercher s'il n'y a pas un caillou qui est bloqué en dessous, qui est en train de défoncer ton parquet, ou il y a un truc qui cloche. Quand ça force, euh, il y a juste que les gros bourrins qui forcent. Moi, j'ai fait du VTT pendant longtemps, et il y avait un gars qui disait ça force, alors je force. Tu vois, et donc c'est comme ça que tu pètes le dérailleur, tu pètes les manivelles, il y a tout qui pète en fait. Quand tu forces, ça casse. C'est pas normal que ça force. Donc s'il y a quelque chose qui demande un effort important pour qu'un petit résultat apparaisse, c'est pas normal. Donc je pense que ça mérite d'être regardé sous un autre angle, de demander un avis externe, de dire c'est normal que ça, tu vois, parce que là, vraiment, je dépense 100 en énergie, j'ai un résultat de 8. C'est pas rentable, en fait. Qu'est-ce qui déconne? Donc ça serait la première chose. La deuxième, j'aurais envie d'aller sur tout le monde a une intuition qui lui parle tout le temps. Je pense à ça parce que j'ai une cliente qui m'a laissé un message ce matin qui me dit ah, c'est génial Cédric, ça fait un mois qu'on bosse ensemble. C'est génial Cédric, mon intuition me parle de plus en plus. Donc c'est elle l'histoire avec le croissant et le café et machin. Et elle se rend bien compte que dans le management de son équipe, parce qu'elle a une équipe de vente, elle a une équipe de livraison, elle a monté une autre boîte à côté. Donc dans la collaboration avec son personnel, dans les interactions avec les gens, elle me dit je sens de plus en plus si les gens me disent la vérité ou pas. Et donc là, on est en phase de recrutement d'un directeur général, donc elle est en train d'activer ça pour sentir les choses. Donc activer l'intuition, c'est écouter le ressenti et pas juste entendre ce que l'on pense ou entendre l'avis qu'on a ou l'opinion qu'on a sur un truc. Donc c'est vraiment, et c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est vraiment écouter les deux. Notre mental, pour reprendre la citation d'Einstein tout à l'heure, notre mental a du stock et il a des choses à nous dire par l'expérience. Comment on prend les bonnes décisions, à force d'avoir pris plein de mauvaises décisions, on finit par savoir ce qui marche pas. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut sentir. Il y a des gens qu'on sent bien et qu'on sent pas du premier coup. Il y a des situations, des projets qu'on sent ou qu'on sent pas. Moi, j'ai envie le deuxième conseil que je dirais, ce serait apprendre à équilibrer le cognitif et l'intuitif. Donc, numéro 1, forcer, c'est pas normal. Numéro 2, équilibrer cognitif et intuitif. Le troisième, j'ai envie d'aller sur le plaisir qu'on prend à bosser. Ça peut rejoindre un petit peu le premier, mais je pense que ça parle davantage de la notion d'alignement, d'être en train de faire ce qu'on est censé faire. Je suis pas sûr d'avoir envie d'aller sur le chemin de ce qu'on est censé faire. Est-ce qu'on a une mission de vie? Mais je pense qu'on a tous une nature et plusieurs bonnes façons d'exprimer la nature de ce que l'on est. C'est-à-dire nos talents, nos forces, nos compétences, nos élans, nos tendances personnelles. Et il y a certainement plusieurs, 3, 4, 5 carrières possibles, magistrales, dans lesquelles on va pouvoir s'épanouir. Par contre, si on est à côté de cette shortlist de 5, on va galérer, on va ramer, quoi. Et c'est surtout qu'on va sentir qu'on s'épuise à bosser,
au lieu de se nourrir de bosser. Donc j'irai vraiment là-dessus sur le troisième, c'est est-ce que ce que je fais, ça m'épanouit, genre ça me remplit de quelque chose, ou est-ce que ça me vide? Et d'être attentif à ça, ça peut rejoindre un peu le premier terme, le premier sujet, mais avec une nuance quand même qui, je crois, est importante. Ouais, carrément. Carrément, je trouve que ces trois conseils que j'aurais franchement pu donner aussi. Je te rejoins complètement sur ces trois aspects. Et c'est vrai que la notion du plaisir, c'est bien que tu l'aies détaillé parce que souvent on pense plaisir. Le plaisir, c'est aussi de faire quelque chose pour quoi on est compétent. C'est un autre plaisir que de faire quelque chose qui nous donne de la dopamine à court terme. Et en fait, souvent, on associe plaisir à dopamine et on peut aussi avoir du plaisir à faire quelque chose de beau, même si ça nous demande de l'effort. Et ouais, c'est bien cette dimension, je trouve que tu as ouverte sur. Quand même, il y a différentes choses. Il y a la compétence, il y a les talents, il y a un certain nombre de choses. Et la distinction que tu fais aussi, je voudrais juste la ponctuer, mais cette distinction que tu fais entre si on est à côté, c'est vraiment la galère, mais il y a plusieurs options. Ça, je trouve que c'est cool. C'est pas ou bien t'es dedans ou bien t'es à côté. Il y a plusieurs endroits où tu peux être dedans, puis tu vas en trouver un, puis tu vas. Par contre, il y a aussi des endroits où tu es vraiment à côté, et puis c'est pas une bonne idée, quoi. Faut éviter ça autant que faire se peut. Ça m'amène à toute autre chose, en fait, pour rebondir. Tant qu'on est dans la dimension, tu vois, des conseils, des fois il y aurait des gens qui regarderaient cette interview et qui sont pas encore entrepreneurs, tu vois, ils sont en train de se dire, tiens, moi je me lancerais bien à mon compte comme a fait Cédric il y a 20 ans. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui, tu vois, il est à la place de Cédric là sur ce parking, ou un peu plus tard, tu vois, il sait qu'il a un truc fort en lui, tu vois, mais voilà, et en même temps, il sait pas par où commencer, il sait pas quoi faire, qu'est-ce que tu pourrais peut-être juste lui dire pour l'aider un peu pour aider un peu le Cédric de l'époque, mais tu vois qu'il a une autre tête aujourd'hui. Euh, je crois que cette phase de réflexion et d'hésitation est normale, de doute, elle est normale. Parce que, à mon avis, si on doute, si on hésite, ça part probablement d'un endroit où on essaye de pas se tromper. Et c'est probablement ça le caillou dans la chaussure, c'est qu'on essaye de pas se tromper. Partons du principe qu'on va se tromper à plein d'endroits sur le chemin, mais qu'on va aussi apprendre plein de trucs sur le chemin. Donc, commençons quelque part, et ça nous amènera forcément quelque part. Comme disait le chat à Alice au fond du terrier, quand Alice lui dit « Mais quel chemin je dois prendre ?» Le chat lui dit « Bah ça dépend, où est-ce que tu veux aller ?» Alice, elle lui répond « Bah je sais pas. » Le chat répond « Dans ce cas-là, le chemin n'a aucune importance. » Ah yes. Ah, j'adore. Et donc, si je sais où je vais, quel que soit le chemin que je prends, bah, tous les chemins mènent à Rome. À un moment donné, je suis pas débile, je vais pas avancer les yeux fermés pendant 3 ans. Donc, je vais ajuster mon chemin au fur et à mesure. Si je sais pas où je vais, nécessairement, il y a plein de chemins, puis on est en train de se demander. Donc, ça serait d'avoir de la clarté sur la destination, comme un GPS finalement. Quand je programme un GPS, si je veux pouvoir l'utiliser, la première chose que je fais, c'est de donner une destination. Bah, si ma destination est claire, j'enquille sur un premier chemin, le GPS me fera corriger ma route, même si je me gourre un peu. Si j'ai loupé une sortie, il corrigera après, je finirai bien par y aller. Donc je dirais ça, je pense que ça allégera la charge de « ouais, mais si je me trompe ». Tu vas te tromper, c'est sûr et certain. Tu vas en faire plein des conneries. C'est normal, c'est normal. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui te reprochera d'avoir fait des erreurs, vu qu'on est tous passés par là, donc voilà. Tes parents Ouais, bah, te diront... Il faut ouais, pas c'est que ça. tu Mais te trompes, justement, sois sûr. Voilà. ouais, justement, comment tu fais pour gérer? Parce que quand tu te lances, quand tu es entrepreneur depuis 10 ans, 15 ans, que tu as fait tes preuves, tout le monde trouve ça normal autour de toi, les gens se sont Voilà. habitués, ou ils t'ont mis dans la case, c'est l'original de la famille, mais il a l'air heureux. Puis je comprends rien à ce qu'il fait, mais ça a l'air de marcher. Enfin, tu vois, le truc un peu que tu as certainement vivre, puis moi aussi, tu vois. Mais le mec qui débute, tu vois, autour de lui, il y a que des gens qui vont le faire, mais what the fuck, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être dire à celui-là pour l'aider un peu à, comment dire, Robin Sharma, il disait protéger son espoir, protect your hope. Ça, Ouais. c'est pas traduisible tout à fait en français, mais c'est comment tu protèges ta flamme, quoi. Comment, sans devenir chiant avec les autres, sans les repousser, sans les rejeter, sans leur dire qu'ils ont rien compris, sans t'énerver avec eux, mais quand même de pas t'affaiblir ou de pas perdre ta flamme parce que l'entourage, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Il y a un livre qui a été écrit, je connais pas l'auteur malheureusement, mais le livre s'appelle The Mom Test, le test de la maman. Et ça explique
qu'une très mauvaise façon de faire une étude de marché, c'est de demander à sa mère si notre projet de business est une bonne idée. Il y a deux options. Soit elle te dit, mais voyons, garde ton job, t'es en sécurité au moins. Ou alors elle te dit, c'est absolument génial, mon chéri, fonce. Elle a aucune idée, c'est ta mère. Donc, ne demande pas la validation auprès de ta famille. Les gens t'aiment beaucoup trop pour te laisser prendre des risques. Or, prendre des risques fait partie du chemin. Donc, demande leur avis, demande du soutien, cherche du soutien auprès de gens qui ont déjà marché ce chemin-là avant toi. Et il y en a plein les chambres de commerce, il y en a plein les associations d'entrepreneurs, il y en a plein partout, des gens qui seront très heureux de te dire « Ouais, moi ça fait 3 ans, j'ai un peu galéré, ça commence à prendre, voilà les conseils que je peux te donner. » Et d'ailleurs, j'ai régulièrement l'occasion de discuter avec des étudiants qui envisagent de devenir entrepreneurs plus tard. Systématiquement, un des conseils que je leur donne, c'est « demande de l'aide ». 100% des humains adorent se faire demander de rendre service à quelqu'un. Demander des conseils, demander de l'aide, demander un avis. Les gens vont adorer ça. Ils seront fiers, ils se sentiront valorisés que vous leur demandiez de l'aide. Donc, n'ayez pas peur d'être rejeté. Les gens attendent que ça, de vous donner leurs conseils. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, ça ne veut pas dire que le conseil est bon, mais au moins les gens vont vous abreuver d'expériences. Ce qu'on est en train de faire là. Et voilà, donc je pense que s'entourer de personnes qui ont déjà marché le chemin, garder la famille pour le côté affectif et aller vers des gens d'affaires pour les affaires et certainement jamais hésiter à demander de l'aide ou des conseils, les gens vont adorer vous rendre service. Yes, d'ailleurs tu es en train de le faire, tu es en train de filer du conseil à des gens qui étaient toi il y a quelques années de ça, et puis c'est vrai que je te rejoins complètement. Aider quelqu'un qui est sur le chemin et qui, là où nous on a galéré, on a toujours quelque part l'élan de le faire. Donc ouais, c'est une vraie bonne idée. J'ai envie qu'on parle un peu d'avenir, si tu veux. J'ai envie de te demander deux choses en fait. J'ai envie de te demander tout d'abord comment tu regardes l'avenir de la société humaine ou du monde. Et puis, comment tu regardes l'avenir de ta société à l'intérieur de ça? Comment tu vois l'évolution de ce que tu fais, de ton activité, de ta vision entrepreneuriale? Mais j'ai envie de te proposer de jouer à comment ta vision entrepreneuriale se déploie dans un monde qui se déploie d'une certaine manière. Parce que je pense qu'on est tous là aujourd'hui à essayer de réfléchir à la fois à comment je développe mon activité, mais en même temps, elle est en train de se développer dans quoi là? Parce que tu vois, si les règles du jeu changent du jour au lendemain, comme avec l'apparition de l'intelligence artificielle par exemple aujourd'hui, tu peux te retrouver avec une boîte qui valait des milliards et puis du jour au lendemain, elle vaut quasiment plus rien parce que tous les règles du jeu ont changé. Donc voilà, j'avais envie, je sais pas, je t'ouvre le truc est assez large et puis sens-toi libre de tout ce que tu veux là-dedans. Bon, on est d'accord que je suis médium, je suis pas voyante, hein, donc t'attends pas une prédiction ou... C'est pas l'instant boule de cristal de Cédric Essermian sur l'avenir du monde. Ouais, non, c'est juste une conversation d'humain à humain, tu sais. Ouais, Comment tu vois là, ça, je voulais juste être sûr. Ouais, j'ai oublié, toi, le risque à poser ce genre de questions. Ouais, ça serait casse-gueule, surtout à long terme. Même si on peut sentir des tendances. Mais en fait, je pense qu'il va y avoir, dans l'évolution du monde, moi, ce que je sens, c'est comme des marches qui descendent. Des marches d'escalier qui descendent. C'est descendre d'un plateau, descendre d'un plateau, descendre d'un plateau. Pour moi, c'est nécessaire, comme un meuble Ikea. Un meuble Ikea, quand tu as fini de le monter et que tu t'aperçois que tu as une étagère qui est à l'envers, putain, il faut démonter la moitié du meuble pour la foutre à l'endroit, tu sais, parce que tu t'es foiré dans le montage. Je pense qu'au niveau de la planète, là, on s'est foiré dans le montage. Il faut démonter une partie du meuble pour remettre la pièce dans le bon sens et reconstruire quelque chose. Donc, j'ai cette conviction, ce sentiment qu'il y a des choses qui vont se dégrader. Tout autant qu'il y a des choses qui vont grandir, hein. C'est pas un absolu avec l'apocalypse, je suis pas en train de dire ça, mais l'intelligence artificielle est un très bon exemple de la fragilité. Il y en a déjà qui hurlent à la mort en disant oh, on va tous mourir, on va perdre notre boulot, ça va remplacer. Et puis le cerveau humain est assez dingue parce que
par économie d'énergie, il a tendance à réfléchir de façon binaire, tout ou rien, tu vois. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle, j'avais un job. Il y a l'intelligence artificielle, tout le monde va perdre son job pour toujours. Tu sais, c'est les toujours et les jamais qu'il y a dans les conversations. Pour moi, c'est pas du tout une menace, c'est clairement une opportunité et un outil. Je m'en sers tout le temps. J'étais en rendez-vous avec un fournisseur ce matin on était en Zoom à 3, en fait. Il y avait le gars, moi et une intelligence artificielle en train de prendre des notes. C'est tout, en fait. Ça fait partie du game maintenant. Et j'étais pas apeuré qu'il y avait un système qui prend des notes, qui envoie des rappels de rendez-vous, voilà, ça permet de sauver du temps humain et de permettre aux humains de mettre de la valeur à l'endroit où ils ont une valeur ajoutée, tout comme les machines sont arrivées et tout le monde disait ça va remplacer les ouvriers. Bah ouais, enfin, je crois qu'il y a toujours des ouvriers dans les usines, hein, même s'il y a des machines. Donc cette évolution-là, pour moi, elle va dans un certain sens. Je suis persuadé qu'il y a des choses qui vont dégringoler. Mais c'est un petit peu comme à l'automne, quand les feuilles de l'arbre elles tombent, c'est pour créer de la pourriture, pour nourrir les racines et repartir un cycle. Donc pour moi, les choses sont cycliques sur le plan micro, macro, à plein de niveaux. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on atteint des niveaux de souffrance de l'humanité sur le plan individuel ou collectif qui sont assez élevés. Tu prends le nombre de Français qui sont en burn-out ou dans des situations de stress mental totalement délirant au niveau du travail. Je pense qu'on atteint, tu vois, c'est pour ça qu'on adresse cette culture de la souffrance aujourd'hui, qu'on veut la renverser et qu'on veut proposer un autre modèle, une autre façon, une autre normalité en fait. Voilà, c'est ça. Il n'est pas normal de souffrir, il est normal de s'épanouir. C'est ça qu'on veut promouvoir et c'est dans ce cadre-là que nous, on a envie de nourrir une trajectoire pour le monde et que, comme je te dis, j'ai cette conviction qu'un jour, d'ici 10 ans, 20 ans, les gens diront j'ai engagé un médium pour régler mes trucs. De la même façon que je suis absolument convaincu qu'un jour, un Anthony Robbins ou un Max Piccinini ou un Franck Nicolas m'appelleront pour me dire Seth, c'est complètement dingue ce que tu arrives à faire, la vitesse et la pertinence avec laquelle vous travaillez, parce que je suis pas tout seul, je le serai de moins en moins. Comment est-ce que tu fais, tu vois? Donc, on va, nous, de notre côté, continuer de déployer cette nouvelle normalité de les humains savent tous sentir des informations intangibles et extrêmement précises dans le passé, le présent ou le futur des autres ou des situations ou des entreprises ou n'importe quoi. Et que toutes ces informations-là, du moment où elles sont utilisées pour le bien, il y a énormément de choses qui peuvent être faites d'incroyables. Et dans ce cadre-là, la trajectoire de l'entreprise, ça va être de créer en 2024 une certification médium de vie et médium d'affaires pour justement mettre à jour les métiers de coach de vie et de coach business de manière à créer ce nouveau mouvement-là et déployer, former des gens et engager des gens aussi parce que nous, on commence à avoir de plus en plus de clients et moi, j'arrive plus à suivre tout seul. Donc, on a besoin de se faire épauler par des gens qu'on a formés, des gens qui ont cette culture de l'harmonie pro, perso, famille sur les 3 piliers, que les 3 piliers soient nourris. C'est des gens qui ont grandi avec nous, qui sont imprégnés dans notre culture d'entreprise et qui... voilà, donc on est en train de rassembler des professionnels pour livrer nos clients, former d'autres et alimenter ce cercle-là qui fait que, un peu comme quand le coaching a été créé il y a peut-être 40 ans, c'est quelque chose qui se déploie et qui sera la nouvelle norme dans le monde entier dans 30 ou 40 ans d'aujourd'hui. Voilà. Yeah, c'est cool. Tu viens pour moi de symboliser la puissance que ça a d'avoir une vision et d'être capable d'en parler, tu vois. Parce que je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, ils se disent waouh. Il voit loin, il voit grand, et en même temps, c'est pas grande gueule. Je regarde le déploiement et je suis capable de regarder à long terme, donc je vois des grandes choses. Quand tu regardes à court terme, en général, tu vois que des petites choses, parce qu'à court terme, il n'y a jamais que des petites choses. Tu peux jamais faire que des petites choses. Mais ces petites choses, par effet d'accumulation, quand elles se déploient dans le temps, peuvent générer des grandes choses. L'histoire nous l'a démontré. Donc, écoute, moi, je trouve cette vision vachement inspirante, vachement bien pensée. On arrive doucement à la fin de ce temps qu'on avait ensemble. J'ai envie de te laisser un mot de la fin, une question que j'aurais pas posée, un truc que tu as envie de dire. Histoire de clôturer ce beau portrait. J'espère que vous avez profité, bénéficié des nombreuses pépites que Cédric nous a lâchées, et puis que ça vous a permis aussi de connecter avec lui, avec l'homme, et puis d'avoir envie par la suite de découvrir un peu plus ce qu'il fait. Et puis le mot de la fin sera pour Cédric. Du coup, Cédric, attention, Cédric Esserméan en roue libre, c'est maintenant.
J'ai remarqué un truc, c'est une phrase que j'ai dite à une cliente et en fait qui est tellement représentative de ce que j'observe autour de moi, mais même de ce que j'observe à l'intérieur de ma propre vie à certains endroits encore. Je lui ai dit, mais en fait, t'as pas un problème à résoudre, t'as un potentiel à exploiter. Le fait de croire qu'on a un problème à résoudre dans notre situation présente nous emmène forcément à lutter contre le problème pour essayer de le dépasser. Si on regarde ça à l'envers, on peut juste se dire j'ai besoin d'arriver à trouver comment exploiter mon potentiel et à le déployer naturellement. Le problème deviendra tellement insignifiant, voire même il va disparaître parce que ça va pousser à un autre endroit. J'habite dans une nouvelle maison dans le Gard maintenant depuis 4 mois. Et le fond du jardin est bordé de roseaux. Littéralement une haie en roseaux. Et les roseaux, ça fait des... pardon, pas des roseaux, des bambous. Et les bambous, comme n'importe quelle plante, ça fait des bébés bambous. Et vous connaissez probablement l'histoire du bambou, là. Tu sais, du bambou chinois qui, pendant 3 ans, 4 ans, pousse pas, puis d'un seul coup... Non seulement ça pousse méga vite, un bambou, au début, mais ici, dans le Gard, il n'y a pas plus depuis 10 jours, 15 jours. La terre est sèche, mon vieux, c'est dur comme du béton. Putain, le bambou, il fend la terre pour sortir. Je l'ai jamais entendu se plaindre ou gémir de faire des efforts, le bambou. Tout naturellement, il est en train de pousser. Et mécaniquement, de façon totalement organique, il se fait son chemin et sa place. Il est en train de craqueler la terre. Et il grandit et il s'en fout. Sans le moindre effort, sans le moindre sacrifice, sans la moindre souffrance. Il est juste en train de déployer son potentiel. Il n'a pas une couche de terre à affronter et à lutter contre pour gagner un combat illusoire. Il est juste en train de faire ce qu'il est censé faire. Et je pense que si on pouvait réfléchir à partir de j'ai pas un problème à résoudre, j'ai un potentiel à exploiter, on partirait de nos forces. Mais c'est certain qu'on a tous appris à l'école qu'il fallait avoir la moyenne de partout et que si je suis nul en histoire géo, il faut que je bosse un peu plus mon histoire géo. À l'inverse de ça, il y a 2 ou 3 ans de ça, j'étais dans un collège en tant que professionnel pour faire de l'information métier. J'étais allé présenter le métier de marketing pour de l'orientation pour les collégiens. Et je me retrouve face à un jeune, super d'aplomb pour 15 ans, tu vois. Et en fait, dans la conversation, j'apprends que ses 2 parents sont entrepreneurs et son oncle est entrepreneur. Et il m'explique qu'il est super bon en maths et dans les sciences en général. Et un petit peu plus tard, il me dit, et donc, quand je prends des cours de soutien en mathématiques et tout, je dis, et là, je repère le mécanisme et je lui dis, tu m'as dit que tu étais bon en sciences, mais tu prends des cours de soutien en maths? Il me dit, oui. Parce que mon père, il m'a dit, si j'ai des talents, il faut que je les développe. Le mec prend des cours de soutien dans les matières où il est le plus fort. Mais il n'y a que des entrepreneurs qui peuvent transférer ce mindset à leurs enfants. Plutôt que t'es nul en histoire, il faut que tu compenses tes faiblesses. Il n'y a aucun athlète de haut niveau qui pense comme ça. Un performeur, un haltérophile, on ne lui demande pas d'aller bosser son cardio parce qu'il est nul en marathon. Ça n'aurait aucun sens. Et à l'inverse, on ne demande pas à un marathonien de se mettre sous une barre de 150 kg en développé couché. Ça n'aurait aucun sens. Chacun développe ses propres talents. Partons de ça. Et à mon avis, le monde peut être vraiment plus beau en 50 ans. On a changé le monde juste avec ça. Yes, c'était la grosse graine de notre jardinier du jour. J'adore. Merci beaucoup Cédric, merci de ce temps, merci de ce que tu as propulsé à travers cette interview. J'espère que ça vous a parlé. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui pourrait trouver avantage ou bénéfice à écouter cet entretien, eh bien surtout faites-lui ce cadeau. On est tous le fruit d'une rencontre, d'une lecture ou d'un film ou de quelque chose qui nous a inspiré. Si cet objet-ci peut être une source d'inspiration pour quelqu'un que vous aimez, eh bien ne nous privons pas de nous inspirer les uns les autres. Merci beaucoup Cédric, merci à tous et toutes de votre attention. À bientôt dans un prochain portrait. Et voilà, j'ai envie de dire. Salut à tous. Et voilà. Merci Jean-Luc. Ciao tout le monde.